Nous sommes au début de l'année 1951 et l'Iran traverse une période de bouleversements politiques et économiques qui échappent encore à l'attention d'une grande partie du monde. Dans le pays, le système monarchique, incarné par le Shah, coexiste avec un gouvernement civil, et c'est justement à cette intersection que se joue un changement majeur. À la fin du mois d'avril 1951, Mohammad Mossadegh, personnalité charismatique et juriste de formation, est nommé Premier ministre. Ce choix émane d'un vote du Majlès, le Parlement iranien, qui compte de nombreux partisans du Front National, mouvement politique fondé pour défendre les intérêts nationaux et limiter l'ingérence étrangère. Mossadegh, déjà reconnu pour ses convictions nationalistes, incarne l'espoir d'une plus grande souveraineté économique et politique de l'Iran. Il s'installe au pouvoir avec un programme ambitieux et presque aussitôt, il obtient l'approbation du Majlès pour nationaliser l'industrie pétrolière. Cette décision historique, prise au détriment de l'Anglo-Iranian Oil Company, souvent appelée AIOC, une société britannique qui contrôle depuis des années l'extraction et la vente du pétrole iranien, rebat les cartes de la relation entre l'Iran et le Royaume-Uni. La loi de nationalisation, soutenue par l'opinion publique iranienne, entérine le refus du gouvernement de conserver le système de concession qui garantit à la compagnie britannique d'importants profits et laisse à l'Iran une part limitée. Elle repose sur la volonté de recouvrer tous les bénéfices générés par le pétrole, alors considéré comme la principale richesse du pays. À Téhéran, on met en avant l'aspiration à gérer librement ce secteur stratégique, essentiel au développement économique et à la modernisation du pays. On observe rapidement les répercussions de cette démarche. En réaction directe, Londres s'engage dans une confrontation diplomatique, politique et économique. Les tensions montent au fil des semaines, car la nationalisation remet en cause le statut privilégié dont bénéficie le Royaume-Uni pour exploiter le pétrole iranien. Du point de vue britannique, cette remise en cause est perçue comme un coup dur pour sa politique étrangère et ses intérêts financiers. Pour l'Iran, en revanche, c'est un pas décisif vers l'indépendance, concrétisant des revendications anciennes qui ressurgissent de manière aiguë après la Seconde Guerre mondiale. Le début de la crise irano-britannique est donc marqué par l'affirmation de la souveraineté iranienne face à l'hégémonie d'une grande puissance coloniale, ce qui fait écho à d'autres mouvements de libération économique à travers le monde. Dans les mois qui suivent la nationalisation, entre 1951 et 1952, la pression exercée par le Royaume-Uni ne cesse de se renforcer. Le gouvernement britannique, qui ne veut pas perdre sa position dominante dans le secteur pétrolier, adopte une série de sanctions économiques visant à asphyxier l'économie iranienne. Des restrictions sont imposées sur l'achat de pétrole en provenance d'Iran, et les revenus que pouvait espérer Téhéran diminuent considérablement. Privé de débouchés à l'exportation, l'État iranien voit ses finances se fragiliser à mesure que la compagnie britannique, soutenue officiellement par Londres, manœuvre pour bloquer toute tentative d'exportation du pétrole désormais nationalisé. En parallèle, des documents et travaux ultérieurs suggèrent que le Royaume-Uni mène une campagne clandestine destinée à déstabiliser le gouvernement de Mossadegh, cherchant non seulement à jeter le discrédit sur le Premier ministre, mais aussi à rallier des acteurs politiques iraniens capables de faire pression de l'intérieur. Les cercles nationalistes, qui avaient fait bloc au moment de la nationalisation, commencent peu à peu à révéler leurs divergences. Sur la scène iranienne, la crise du pétrole fragilise l'unité, car plusieurs institutions rivalisent pour influer sur la conduite des affaires. Le Majlès, qui demeure très sensible à l'opinion publique, continue de soutenir la nationalisation, mais exprime aussi son inquiétude concernant les conséquences économiques du bras de fer avec Londres. La cour, c'est-à-dire le Shah et son entourage, est plus prudente. Le souverain a beau affirmer son attachement aux intérêts nationaux, il est également préoccupé par la stabilité de son propre régime et par les menaces pesant sur la survie économique de l'État. De son côté, l'armée, dont le commandement est étroitement lié au Shah, entretient un rapport ambivalent avec Mossadegh. Certains officiers soutiennent l'idée d'une souveraineté renforcée, tandis que d'autres s'inquiètent de l'impasse financière. Tous ces facteurs nourrissent un climat où chacun se demande jusqu'où le gouvernement est prêt à aller pour résister à la pression britannique. Les débats au sein du Front National, la coalition politique soutenant Mossadegh, s'intensifient sur la stratégie à adopter. Faut-il continuer à affronter directement le Royaume-Uni
ou envisager un compromis. Les milieux religieux, eux, se montrent particulièrement sensibles aux questions de souveraineté, mais aussi à l'équilibre des pouvoirs entre le Shah et le Premier ministre. Cette période est d'autant plus tendue que l'Iran a déjà vécu, au cours de la première moitié du XXe siècle, des épisodes de domination étrangère et d'instabilité politique marqués par la mise en place de régimes autoritaires. Les mémoires de ces événements alimentent la méfiance envers toute ingérence extérieure, mais elles soulignent aussi la fragilité des institutions démocratiques du pays. Durant cette période de 1951 à 1952, l'économie souffre considérablement. L'impossibilité de vendre le pétrole sur les marchés internationaux. Et le gouvernement de Mossadegh doit composer avec des rentrées fiscales dramatiquement réduites. De plus, les négociations avec les Britanniques stagnent, chacun campant sur ses positions. Londres exige de conserver une part significative, ce que Téhéran juge inacceptable. Dans le même temps, les diplomates iraniens explorent d'autres voies, espérant que l'intervention d'une tierce puissance ou la médiation d'organisations internationales puisse aider à dénouer la crise. Néanmoins, sur le terrain, l'impasse semble totale et les difficultés économiques alimentent un climat de colère et d'incompréhension. En juillet 1952, la situation franchit un nouveau palier, car une crise de régime se déclare au grand jour. Mossadegh, confronté à des blocages persistants, souhaite obtenir des pouvoirs d'urgence afin de réorganiser l'administration et d'agir plus efficacement dans le contexte de la lutte contre les ingérences étrangères. Il estime que, sans une autorité renforcée, son gouvernement ne peut pas faire face aux crises multiples, désorganisation économique, menaces de subversion interne, pressions internationales. Pourtant, la question des pouvoirs d'urgence est délicate dans un système politique qui oscille entre monarchie constitutionnelle et aspiration à une démocratie parlementaire plus poussée. De nombreuses figures influentes, y compris au sein même du Front National, se montrent réticentes à accorder de tels pouvoirs au Premier ministre. Certains craignent qu'une trop forte concentration de l'autorité entre ses mains ne finisse par éroder les acquis parlementaires et créer un précédent dangereux pour la vie politique du pays. D'autres s'opposent aux décisions de Mossadegh concernant le choix des ministres et des hauts responsables, qu'ils jugent trop radicaux ou insuffisamment conciliants envers le Shah. Les religieux conservateurs, qui avaient initialement soutenu le mouvement nationaliste, commencent à émettre des doutes sur la direction prise par le gouvernement, estimant qu'il s'éloigne de la modération attendue dans un pays à la tradition islamique ancrée. Par ailleurs, une partie du Front National se scinde sur les priorités. Certains privilégient la confrontation frontale avec le Royaume-Uni, d'autres veulent des négociations plus pragmatiques, tandis que d'autres encore s'inquiètent de la place grandissante des forces de gauche et du parti Toudeh, parti communiste iranien qui, dans l'atmosphère de la guerre froide, suscite la méfiance de nombreux acteurs politiques nationaux et étrangers. La crise de juillet 1952 se manifeste concrètement lorsque Mossadegh, pour faire pression, présente sa démission. Cet acte, censé démontrer qu'il est indispensable au pays pour défendre la nationalisation, provoque une vive réaction dans la rue. De larges manifestations Exigeant son retour au pouvoir, car beaucoup d'Iraniens le perçoivent comme le principal rempart contre une capitulation face au Royaume-Uni. Finalement, Mossadegh revient, mais la fracture au sein du camp nationaliste est désormais évidente. Les différends autour de la conduite des affaires ne font que se creuser. La question des nominations à des postes clés, la gestion des forces armées et la manière dont Mossadegh aborde le rôle du Shah sont au cœur des débats. Le Premier ministre reste populaire, mais il est de plus en plus isolé politiquement. Les critiques fusent sur la manière dont il gouverne et la coalition qu'il a portée au pouvoir se lézarde dangereusement. Les journaux iraniens, censurés de manière plus ou moins ferme selon les époques, se font l'écho des rivalités entre les personnalités politiques. La tension grandit aussi entre les partisans du Shah, favorables à un rééquilibrage du pouvoir, et ceux qui estiment que le souverain doit se contenter d'un rôle symbolique et laisser Mossadegh trancher les questions essentielles. Au début de l'année 1953, cette crise politique encore non résolue se double d'un nouvel élément. Dans le contexte de la guerre froide, l'Iran se retrouve pris dans la rivalité entre l'Occident, mené par les États-Unis, et l'Union soviétique. Les gouvernements à Washington et à Londres redoutent que l'instabilité iranienne ne profite au parti Toudeh, jugé proche de Moscou, ou que l'URSS
ne cherche à étendre son influence dans la région. Les archives diplomatiques américaines, consultées par la suite, révèlent la crainte récurrente d'un basculement de l'Iran dans la sphère communiste, ce qui donnerait à l'URSS un accès aux ressources pétrolières stratégiques et bouleverserait l'équilibre régional. Dans ce climat de suspicion, Washington s'inquiète de voir Mossadegh, malgré ses penchants nationalistes et non communistes, maintenir de bons rapports tactiques avec certaines figures de gauche simplement pour renforcer sa base, ou du moins préserver une certaine cohésion politique face à l'ennemi commun qu'est le Royaume-Uni. Les diplomates américains n'ignorent pas non plus que la poursuite du bras de fer pétrolier compromet la stabilité financière de l'Iran, ce qui pourrait accentuer les troubles sociaux et créer un terreau favorable aux idées révolutionnaires. Par conséquent, les États-Unis, d'abord hésitants, se rapprochent progressivement de la position britannique, considérant qu'il est peut-être nécessaire de mettre sur pied une opération secrète visant à renverser Mossadegh si celui-ci se montre incapable ou réticent à faire des compromis qui garantiraient la préservation des intérêts occidentaux. Les discussions entre responsables américains et britanniques se multiplient dans les mois précédant le printemps 1953. À Washington, on passe d'une vision prudente, consistant à observer l'évolution de la situation, à une logique selon laquelle il devient envisageable d'agir pour installer un gouvernement jugé plus docile et plus favorable à la préservation d'un partenariat pétrolier offrant davantage de garanties. Le département d'État, la CIA et leurs homologues britanniques, dont le service de renseignement secret, commencent à échanger sur une éventuelle opération. Dans ce cadre, la peur de l'expansion soviétique constitue un argument majeur pour justifier la planification d'une intervention clandestine. Les documents révélés plus tard, sous forme de télégrammes, de mémorandums et de comptes rendus de réunions, montrent clairement qu'au printemps et à l'été 1953, les deux pays coordonnent leurs efforts pour élaborer cette fameuse opération secrète, connue sous le nom de code TEPAJAX. Pour le gouvernement britannique, la priorité demeure de reprendre le contrôle du secteur pétrolier, ou, à défaut, de limiter la perte de ses intérêts. Pour les Américains, il s'agit principalement d'empêcher un éventuel rapprochement entre l'Iran et l'Union soviétique, tout en tenant compte des doléances britanniques. Dans les coulisses, les tractations se poursuivent alors que sur le terrain, la crise politique en Iran ne montre pas de signe d'apaisement. Mossadegh demeure déterminé à préserver la nationalisation tout en tentant d'expliquer à la population les contraintes économiques qui pèsent sur le pays. Les pénuries budgétaires accroissent néanmoins le mécontentement et la pression monte contre le Premier ministre à l'intérieur même de son propre camp. Les manifestations se succèdent, parfois en soutien à Mossadegh, parfois pour dénoncer la dégradation des conditions de vie. La perspective d'élections libres ou de réformes démocratiques paraît de plus en plus floue, et les différents acteurs politiques naviguent entre idéalisme nationaliste et réalité financière extrêmement difficile. Les Britanniques, qui ont maintenu un blocus pétrolier officieux, s'efforcent d'accentuer la crise de liquidité afin de convaincre l'opinion iranienne de l'échec de Mossadegh. De leur côté, les Américains, qui disposent d'une importante influence sur le plan international, hésitent entre négociations et actions clandestines. Mais les craintes liées à l'expansion du bloc soviétique les poussent progressivement à envisager la deuxième option. Dans les chancelleries occidentales, on suit avec attention chaque rebondissement au Majles, chaque entente fragile qui se noue ou se défait autour du Premier ministre, chaque signe d'approche ou de tension entre Mossadegh et le Shah. Les services de renseignement affinent leur connaissance du paysage politique local, identifient des interlocuteurs potentiels prêts à collaborer et s'interrogent sur la manière de légitimer un renversement de gouvernement s'il devait se produire. À Londres comme à Washington, l'idée grandit qu'un nouveau leadership, plus conciliant, pourrait ramener l'Iran dans une orbite favorable aux grandes puissances occidentales, faisant barrage à une quelconque tentative d'emprise soviétique. Les décideurs désignent alors le général Fazlollah Zahedi comme la figure de remplacement idéale. Ancien ministre de l'Intérieur et haut gradé de l'armée, il présente un profil mêlant présence autoritaire et proximité avec certains milieux conservateurs iraniens. Les analyses contenues dans les documents de l'époque soulignent sa réputation d'ardent opposant à Mossadegh et sa capacité à nouer des liens avec les forces de sécurité. Plusieurs planificateurs considèrent que Zahedi, en tant qu'ancien gendarme national, peut davantage gagner la confiance de la hiérarchie militaire qu'un politicien civil traditionnel. En coulisses,
des figures hostiles à Mossadegh se rallient déjà à cette perspective, estimant que seul un général ferme peut restaurer l'ordre. Mais la situation demeure fragile, car il est difficile de mesurer l'accueil que recevrait un tel remplacement au sein de la population urbaine et au Majlès. Les rédacteurs des mémos, cependant, parient sur la lassitude engendrée par l'impasse pétrolière, la dégradation économique et les tensions politiques grandissantes. Les alliés de Zaidi lui suggèrent d'entrer prudemment en clandestinité quand le moment décisif approche, afin d'éviter son arrestation par la police encore contrôlée par le cabinet Mossadegh. Pendant cette période, les correspondances font état de réunions discrètes au sein d'appartements privés de Téhéran ou de villas isolées en périphérie, dans lesquelles des officiers de l'armée, des notables et des agents de renseignement s'efforcent de peaufiner le plan. On cherche à répartir les rôles. Fixer qui contactera les unités de l'armée favorables à Zaidi, quelle personnalité religieuse ou politique faut-il convaincre, et comment organiser la propagande pour légitimer le futur gouvernement. Ces tractations insistent sur la nécessité d'une couverture constitutionnelle. Les responsables américains, conscients de l'importance symbolique du Shah en Iran, veulent s'assurer que l'acte de renversement de Mossadegh revêtira une forme légale. Bien que le monarque soit jusque-là resté en retrait, voire méfiant à l'égard d'une action aussi risquée, on lui fait valoir que la constitution iranienne permet, en théorie, au souverain de démettre un premier ministre par décret royal. Les textes officiels, appelés firman, deviennent donc un instrument stratégique déterminant. L'opération TPA-GAX se prépare à bénéficier de deux documents clés, l'un qui notifie la destitution de Mossadegh et l'autre qui désigne Zaidi en tant que nouveau chef du gouvernement. Dans la chronologie du mois d'août 1953, ces décrets doivent être signés par le Shah dans la station balnéaire de Ramsar, où il séjourne afin de se tenir à l'écart de l'agitation de la capitale, puis transmis en secret à Téhéran. Les planificateurs comptent sur la complicité d'officiers triés sur le volet, dont le colonel Nematollah Nassiri, qui commande alors la garde impériale. Nassiri est considéré comme un homme de confiance, susceptible de se déplacer de nuit pour présenter les documents au moment critique. Il devient dès lors un personnage central, porteur matériel des ordres du Shah. Dans le même temps, une intense guerre politique se déploie dans les rues de Téhéran et dans les allées du pouvoir. Les alliés de la future opération secrète alimentent une campagne de propagande visant à discréditer Mossadegh auprès de diverses factions de la société. Dans les marchés et les cafés, certaines rumeurs se propagent, accusant le Premier ministre de saper la monarchie, de pousser l'Iran vers le chaos économique, ou même de se rapprocher dangereusement des communistes du Toudeh. Des journaux et des tracts, dont la fiabilité est parfois douteuse, amplifient ces thématiques, tandis que des religieux influents, courtisés par des intermédiaires, laissent entendre que Mossadegh n'est plus apte à gouverner. Les documentations citées par Encyclopædia Britannica et d'autres archives rapportent que des financements clandestins alimentent ces opérations d'intoxication, ce qui permet de rémunérer orateurs, éditeurs de tracts et groupes de manifestants prêts à dénoncer publiquement la politique du cabinet en place. Dans l'ombre, des émissaires occidentaux se chargent d'expliquer au soutien éventuel de Zaidi que le coup de force fera cesser les sanctions économiques imposées par les Britanniques et que l'économie iranienne ne pourra redémarrer qu'en rompant avec la ligne nationaliste radicale. Les notes confidentielles montrent que tout est orchestré pour dresser une partie de l'opinion publique contre Mossadegh tout en donnant l'illusion d'un mouvement spontané et patriotique. Au cœur de Téhéran, les réseaux de soutien au nouveau plan se mettent doucement en place. Selon plusieurs témoignages, des responsables religieux, parfois hostiles à l'influence communiste et inquiets pour la place de la religion dans l'État iranien, acceptent de froncer les sourcils à l'évocation de Mossadegh si on leur promet un retour à un ordre plus traditionnel. Des politiciens fatigués par les luttes incessantes au Majlès considèrent que, sans action forte, le pays sombre dans l'instabilité. Des officiers supérieurs, pressentant un réalignement possible, nouent des contacts avec les émissaires de l'opération secrète pour faire connaître leur disposition à se ranger derrière un nouveau gouvernement. Les artisans de TPA-GAX utilisent ces prédispositions pour tisser une toile d'alliance. Ils cherchent également à circonscrire l'influence du Toudeh, le parti communiste iranien, qui connaît alors un regain d'activité dans les syndicats et les quartiers populaires. Ancrés dans la guerre froide, la logique occidentale veut empêcher toute poussée communiste, et les partisans du coup savent que la position officielle des États-Unis leur garantit un appui certain s'ils promettent de contrer l'avancée soviétique. Dans ce climat électrique,
le rôle de coordination assumé par Kermit Roosevelt Jr., un agent de la CIA, se consolide. Les traces laissées dans les archives et dans des récits journalistiques indiquent qu'il agit en Iran en gardant un profil discret, usant de pseudonymes et d'intermédiaires pour ne pas attirer l'attention. Il est en liaison directe avec Washington, où il envoie régulièrement des câbles codés pour rendre compte des humeurs de la société iranienne, de la fiabilité des soutiens locaux et du niveau de contrôle exercé par Mossadegh sur les institutions. On rapporte qu'il possède un budget confidentiel lui permettant de soudoyer des fonctionnaires, de subventionner la propagande et de soutenir financièrement les éléments clés qui préparent le terrain au coup d'État. Son action s'inscrit dans une histoire déjà existante d'intervention secrète de la CIA, mais l'ampleur de l'opération Tepajax la rend exceptionnelle. Les indices suggèrent que Roosevelt passe une partie de son temps dans des maisons sécurisées, parfois protégées par des civils armés ou des unités de police achetées à la cause, et qu'il coordonne minutieusement le passage de l'information entre les partisans du Shah et ceux qui soutiennent Zaidi. Ces liens avec des personnalités influentes lui permettent de diffuser, au moment opportun, les mots d'ordre et les signes de ralliement à grande échelle. Au fil des semaines de l'été 1953, la pression monte. Les discussions entre responsables britanniques et américains s'intensifient, et chaque camp espère que la série d'actions orchestrées affaiblira Mossadegh au point de provoquer un soulèvement quasi spontané. Les dossiers internes mentionnent une coordination importante avec des meneurs de rue spécialisés dans l'organisation de manifestations, souvent rémunérés pour mobiliser des foules en un temps record. De leur côté, les soutiens du Premier ministre présentent encore une certaine force. Les journaux pro-gouvernementaux et les militants nationalistes dénoncent ces tentatives de manipulation et continuent de vanter l'indépendance du pays durement acquise avec la nationalisation du pétrole. Toutefois, les pénuries et la crise économique provoquent un découragement dans la population, et les partisans de Mossadegh ne savent pas quel degré de fermeté adopter pour enrayer la fronde. Les ambiguïtés du Shah compliquent la situation, car il hésite entre son désir de maintenir son statut de monarque constitutionnel et la tentation de renoncer à un gouvernement élu qui le confronte directement. Pendant cette période, Zaidi, potentiellement exposé à une arrestation ou à une accusation de complot, se prépare en coulisses. Selon différents rapports, il change fréquemment de cachette ou se déplace la nuit pour échapper aux yeux et aux oreilles des équipes fidèles à Mossadegh. Il noue des contacts avec les officiers qu'il juge loyaux et, par l'intermédiaire d'émissaires, il rassure des figures influentes du pays sur son engagement à préserver la monarchie. Il se montre prudent pour ne pas laisser croire à une simple prise de pouvoir militaire. En effet, le soutien du Shah reste un atout essentiel pour valider son accession au poste de Premier ministre. Les quelques testaments politiques qu'il fait circuler laissent entendre qu'il restaurera l'ordre et rouvrira les discussions sur les revenus pétroliers, sans toutefois préciser quelles concessions il compte réellement faire aux étrangers. Ce flou lui permet de maintenir l'adhésion de groupes nationalistes modérés tout en préservant le soutien prometteur des Occidentaux. Dans cette atmosphère de tension, les réunions clandestines se multiplient à Téhéran. Des informateurs guettent tout déplacement suspect dans la capitale, car la moindre arrestation d'un conspirateur pourrait faire échouer l'entreprise. Les planificateurs reçoivent des avis contradictoires. Certains redoutent que l'armée reste finalement neutre dans un bras de fer politique, d'autres anticipent au contraire que des unités militaires basculeront en faveur de l'action, surtout si elles reçoivent l'assurance d'une approbation royale. Les télégrammes conservés au bureau de l'historien montrent à quel point chaque détail compte. L'heure exacte à laquelle Nassiri doit porter le firman, le parcours qu'il empruntera pour éviter les patrouilles loyales à Mossadegh, le lieu de repli du Shah en cas d'échec. Les discussions portent sur la nécessité d'organiser des contingences si la première tentative échoue, et on prévoit même de faire intervenir d'autres généraux selon les circonstances. Les participants à ces réunions évaluent aussi la force des réactions probables des partisans du Tudeh, considérés comme capables de mobiliser d'importantes foules ouvrières si l'armée sort dans la rue. Durant ce printemps et cet été 1953, la population ignore largement l'ampleur de ce qui se trame en coulisses. Le gouvernement de Mossadegh reste concentré sur les affaires courantes, sur la tentative de maintenir la souveraineté pétrolière, et sur les défis quotidiens causés par l'isolement commercial imposé par le Royaume-Uni. Pourtant, l'atmosphère dans Téhéran signale que quelque chose se prépare. On chuchote que des notables attendent l'issue d'une étape cruciale,
on remarque des figures de l'opposition se réunir à des heures tardives. On entend parfois parler de distribution d'argent à des groupes de manifestants pro-monarchiques. En même temps, une partie de la presse liée aux nationalistes dénonce ces intrigues, mais se heurte souvent à la difficulté de prouver clairement l'implication étrangère. Les témoins de l'époque décrivent une sorte de tension sourde qui irrigue les conversations, tant les passions politiques sont exacerbées et la perspective d'un affrontement semble plausible. Lorsque l'on se tient dans les couloirs du pouvoir, on voit bien que l'enjeu de la signature des firmants est considérable. Le Shah, encore hésitant, reçoit des émissaires chargés de le rassurer. On lui garantit que, dès que le décret sera promulgué, un vaste mouvement populaire légitimera la déposition de Mossadegh au nom du droit constitutionnel. Les réflexes de prudence du monarque s'expliquent par son expérience. Il sait que des échecs précédents ont montré la force du nationalisme iranien, et il craint de se trouver en porte-à-faux si l'opération échoue. Les stratèges occidentaux lui présentent pourtant le plan comme bien ficelé, insistant sur le fait que la diplomatie américaine et britannique sont déterminées à faire triompher ce scénario. Dans les chaumières, personne ne devine encore que ces tractations vont culminer dans un événement vif, marqué par l'intervention de l'armée, par des défilés orchestrés dans les rues et par une soudaine mise sous contrôle des points stratégiques de la capitale. La nuit du 15 août 1953, l'atmosphère à Téhéran est tendue et incertaine. Colonel Nematollah Nassiri, membre de la garde impériale, sort discrètement du palais pour rencontrer le premier ministre Mohammad Mossadegh. Il tient dans ses mains un firman signé par le Shah, un document censé révoquer Mossadegh de son poste et nommer le général Fazlollah Zahedi à la tête du gouvernement. Mais lorsque Nassiri présente ce texte, il se heurte à une réaction immédiate des forces fidèles au Premier ministre. Mossadegh, informé de la manœuvre, ordonne l'arrestation de Nassiri alors qu'il s'apprête à remettre officiellement la lettre. Les troupes loyales au Premier ministre encerclent la zone, empêchent toute action supplémentaire et saisissent l'initiative. Avant même que les partisans monarchistes ne puissent s'organiser, la nouvelle se propage que le complot visant à écarter Mossadegh vient d'échouer. Dès les premières heures du 16 août, les radios locales rapportent l'incident et affirment que la tentative de coup d'État déjouée. Le gouvernement, désormais persuadé d'avoir mis au jour une grave conspiration, communique publiquement sur cet échec. Le Shah, conscient que son rôle est désormais exposé, choisit de quitter rapidement la région de Ramsar où il se trouvait. Il s'envole pour Bagdad et laisse derrière lui un pouvoir politique profondément divisé et une population prise dans la tourmente. Au matin du 17 août, Téhéran se réveille dans un climat de confusion. Mossadegh, désormais conscient de l'ampleur du complot qui pesait sur lui, cherche à affermir son autorité. Pourtant, l'absence du Shah au pays soulève une question fondamentale. L'héritier du trône, parti précipitamment, a-t-il encore une légitimité constitutionnelle alors qu'il se trouve hors d'Iran ? À travers la ville, la population débat de la crise née de la vacance de pouvoir monarchique. Les journaux, pour la plupart favorables au gouvernement, publient des articles interrogeant la validité des décrets royaux qui ne sont plus défendus par le souverain. Pendant ce temps, les partisans de la gauche iranienne, particulièrement ceux du parti Tudeh, redoublent d'activité dans la rue. Ils organisent des rassemblements contre la monarchie, détruisent des symboles qui incarnent la présence royale et encouragent un mouvement populaire visant à consolider les positions du Premier ministre. On voit se former des cortèges qui scandent des slogans anti-Shah, tandis que certains groupes, plus prudents, plaident pour un compromis qui préserverait une structure constitutionnelle sans rompre totalement avec la cour. Des tractations politiques se déroulent en coulisses pour envisager éventuellement la création d'un conseil de régence chargé de remplir les fonctions royales en l'absence de Mohammad Reza Pahlavi. Les responsables gouvernementaux, inquiets de l'ampleur des manifestations, hésitent sur la stratégie à adopter. La police, dans un premier temps, tente de maîtriser la foule, mais se trouve rapidement débordée, car le mécontentement ne se limite pas à un groupe isolé. Toute une partie de la société, exaspérée par l'instabilité et la crise économique, se mobilise et réclame des changements radicaux. Dans ce contexte, le pouvoir exécutif cherche à maintenir une relative cohésion, mais des fissures apparaissent au sein même du camp nationaliste, où l'on craint que la persistance de l'agitation ne fragilise encore davantage le pays et ne crée des opportunités pour des interventions étrangères. Le 19 août au matin, tout bascule subitement. Des groupes pro-Shah, jusque-là relativement discrets, se mettent en marche à travers la capitale. Des véhicules circulent dans les rues, transportant des partisans qui brandissent des portraits du souverain,
et réclament le retour de la monarchie. La police, vraisemblablement instruite de ne pas interférer, se tient à distance et laisse les cortèges grossir, tandis que les opposants au Premier ministre tentent de rallier le maximum de soutien. Les partisans de Mossadegh, surpris par l'essor rapide de ce mouvement, peinent à s'organiser pour réagir. Au fil des heures, les tensions s'intensifient. On assiste à l'attaque de locaux politiques et de journaux réputés proches du gouvernement, et des heurts éclatent dans plusieurs quartiers. Peu à peu, des unités de l'armée, se sentant peut-être plus proches de la cour que de Mossadegh, refusent de disperser la foule et laissent même certains manifestants entrer dans des bâtiments publics. Cette passivité grandissante de la part des forces de l'ordre accélère la mobilisation des militants pro-Shah, qui gagnent en confiance et en nombre. Dans les cafés, les marchés et les lieux de rassemblement, l'incertitude règne. Personne ne sait vraiment si Mossadegh parviendra à tenir face à cette vague qui, en quelques heures, semble sur le point de submerger son gouvernement. L'équilibre des forces, auparavant favorable au Premier ministre, est en train de se renverser, et chacun comprend que le sort du pays se joue en cette journée décisive. En début d'après-midi, un groupe de soldats et de civils favorables au Shah se dirige vers la station de radio, un lieu stratégique pour diffuser des messages politiques. Les gardes censés protéger le bâtiment se retirent, rejoignent les manifestants, permettant aux putschistes d'occuper les lieux sans grande résistance. Rapidement, ils prennent le contrôle des installations techniques et interrompent la diffusion des programmes habituels. À la stupéfaction des auditeurs, une voix annonce à l'antenne qu'un firman royal nomme désormais Fazlollah Zahedi au poste de Premier ministre et déclare que Mossadegh est démis de ses fonctions. La diffusion de ce message bouleverse la situation. Elle donne à la foule l'impression qu'une légalité monarchique s'exerce à nouveau, justifiée par l'acte écrit du Shah. Pendant ce temps, Zahedi, qui se tient prêt à assumer le pouvoir, publie déjà son programme de gouvernement, promettant de rétablir l'ordre et de restaurer l'unité du pays sous l'autorité royale. Les auditeurs, surpris par cette annonce, voient concrètement la mise à l'écart de Mossadegh et comprennent que la rue n'est plus le seul terrain de bataille. L'appui symbolique de la radio confère une forme de légitimité à la frange monarchiste qui s'impose peu à peu au détriment du cabinet en place. Au soir du 19 août, la situation tourne définitivement à l'avantage des partisans du Shah. Devant la multiplication des attroupements pro-monarchiques, l'équipe de Mossadegh se retrouve isolée. Son quartier général est cerné et des résidences associées à son gouvernement sont attaquées. La demeure du Premier ministre elle-même est prise pour cible. Des groupes en colère y mettent le feu, symbolisant la chute brutale de celui qui, quelques jours plus tôt, paraissait encore solidement en place. Mossadegh parvient à s'échapper temporairement, mais il est rapidement placé en état d'arrestation. Les membres clés de son cabinet, de même que certains de ses soutiens politiques, sont appréhendés. Dans les heures qui suivent, le général Zahedi, fort de l'appui des militaires et de la reconnaissance implicite d'une partie de la population, s'organise pour constituer un nouveau gouvernement. Le 22 août, le Shah, qui a appris la réussite inespérée du second coup de force, effectue son retour triomphal à Téhéran. Il est accueilli par des acclamations d'une foule qui, en l'espace de quelques jours, a basculé de l'hostilité envers le souverain à une adhésion proclamée sur les ondes. Cet événement marque la fin du gouvernement Mossadegh et le début d'un régime consolidé dans lequel Zahedi occupe désormais une position dominante, tandis que le Shah retrouve un pouvoir renforcé par la victoire symbolique et par l'effondrement de son rival politique. La période qui suit l'arrestation de Mossadegh est marquée par une répression judiciaire. Les nouvelles autorités, soucieuses de punir l'ancien Premier ministre et de dissuader ses partisans, constituent un tribunal militaire afin de le juger pour haute trahison. Mossadegh, autrefois porté en héros national pour avoir nationalisé l'industrie pétrolière, se retrouve assis sur le banc des accusés, dans une salle où la tension est palpable. Les débats s'éternisent, mais l'issue semble prévisible. Le tribunal le déclare coupable et prononce une peine de prison, suivie d'une assignation à résidence. D'autres figures politiques liées à son gouvernement subissent des procès similaires. Cette vague de répression vise à déstabiliser le réseau nationaliste et à saper définitivement l'influence de Mossadegh. Au cours des derniers mois de 1953, la presse, désormais étroitement surveillée par les services de sécurité,
fait peu d'écho aux critiques internes, tandis que la propagande officielle insiste sur le retour à l'ordre et sur la nécessité de restaurer pleinement l'autorité du Shah. Les opposants, souvent réduits au silence, redoutent qu'un nouveau climat d'autocensure ne s'installe durablement dans la vie politique iranienne.